Allez, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce 12h30 et on va vous raconter maintenant une histoire incroyable. Malheureusement, elle est tombée dans l'oubli, disparue de la mémoire collective bruxelloise. Mais vous réparez ça. Laurent Hublet, vous êtes notre invité aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez cofondé, vous dirigez Bicentral, qui est l'un des plus grands campus numériques d'Europe, qui est situé dans la gare centrale. Vous êtes aussi professeur à la Sauvé School, mais vous êtes aussi surtout l'auteur de cet ouvrage, Bruxelles mondiale, de Paul Hotelet à nos jours. Et donc, le héros de cette histoire, c'est bien sûr Paul Hotelet, mais il n'est pas le seul, on va le voir. Mais dites-nous d'abord qui est cet homme. Alors Paul Hotelet, c'est un Bruxellois qui a vécu il y a une centaine d'années et c'est un entrepreneur de la connaissance. Donc c'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie, plus de 50 ans, à un projet assez fou, mais qu'il a véritablement réalisé, qui s'appelait le Palais mondial, qui était un grand centre de la connaissance au cinquantenaire à Bruxelles. Et on le présente du coup un petit peu comme l'ancêtre du Wikipédia, ou celui qui a créé le Wikipédia de papier. Voilà, donc avec deux cofondateurs qui étaient Léonie et Henri de La Fontaine, ils ont créé un projet dont le but était de rassembler au même endroit un maximum de savoir pour le rendre accessible à tout le monde. Et donc, entre autres, ils ont créé tout un répertoire dans lequel il y avait 18 millions de fiches avec tout un système de classement et d'accès à l'information qu'on peut comparer à l'Internet ou à Wikipédia, effectivement. Mais tout ça a été mis en place bien avant l'invention d'Internet. Et d'ailleurs, Paul Hotelet est très reconnu aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Belgique, étonnamment. Et il est vraiment reconnu comme un des précurseurs des technologies de l'information. Et donc, ils avaient l'ambition, en fait, de rassembler toute la connaissance humaine qu'on avait, il y a 100 ans. Voilà, alors leur objectif, en fait, c'était de rendre la connaissance accessible à tout le monde et d'organiser ça à l'intérieur d'une cité mondiale. Donc, ce projet, il faisait partie d'un plan un peu plus grand qui était de faire à Bruxelles une cité mondiale. Donc, il y avait au Palais mondial aussi toute une série d'associations qui étaient un embryon de l'ONU, en fait. Et l'objectif de ce projet, c'était de promouvoir la paix dans le monde. C'était des pacifistes, des universalistes. Et donc, l'objectif du projet, c'était qu'en rendant l'information disponible, en éduquant, en transmettant du savoir, on pouvait rendre le monde plus pacifique qu'il n'est. Et donc c'était l'éducation et la connaissance, effectivement, qui allaient pouvoir amener la paix dans ce monde. Et c'était Bruxelles, finalement, qui était au centre de ce projet un peu utopique. Et donc, vous, comment avez-vous découvert l'existence de ce Paul Hotelet? Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de raconter son histoire? Mais en fait, le personnage principal de mon livre, c'est finalement plus Bruxelles que Paul Hotelet et tous les autres. En fait, j'avais envie de faire un livre sur ma ville et j'avais envie de mettre en avant des entrepreneurs ou des personnes qui ont osé rêver le monde. Et Paul Hotelet a cette très belle phrase, il dit « Le monde, c'est un ensemble d'utopies réalisées ». Et vraiment, ce palais mondial, en fait, c'était ça. C'était une utopie, mais qui a été réalisée. Et en fait, une fois que j'ai entendu parler de cette histoire, elle s'est un peu emparée de moi. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'il y a très peu de traces de tout ça à Bruxelles. Et donc c'est vrai, c'est un peu ça que j'ai voulu réparer, c'est de redonner des traces de ce projet parce que je le trouve très inspirant pour notre ville. Et je trouve que c'est une ressource qu'on peut utiliser pour réfléchir à ce qu'on veut faire demain à Bruxelles. Et pour vous emparer de cette histoire, vous mêlez un petit peu la grande et la petite histoire parce que vous allez aussi vous retourner en tout cas vers vos propres racines et vous parlez de vos aïeuls et vous imaginez qu'au fond, Paul Hotelet et vos aïeuls ont vécu à la même époque, ils n'étaient pas forcément du même niveau social et qu'à certains moments, il y a pu y avoir des rencontres ou en tout cas des choses qui se sont passées. C'est ce qui permet de se plonger dans l'époque aussi. Oui, donc le livre est un récit. Donc c'est pas un essai, donc c'est pas un livre d'histoire classique, c'est pas un roman non plus parce qu'il raconte une vraie histoire. Mais donc pour écrire ce livre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont spécialistes de Paul Hotelet, mais j'ai aussi parlé à des proches et entre autres à ma grand-mère qui a 93 ans et qui en fait je me suis rendu compte en lui parlant un peu de cette époque-là, elle m'a ouvert les yeux sur ma propre histoire familiale et je me suis rendu compte qu'effectivement j'ai un arrière-arrière-grand-père qui a vécu exactement
exactement au même moment. Et en fait, en creusant cette histoire, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de coïncidences entre les différents protagonistes de cette histoire. C'était presque trop beau pour être vrai. Et pourtant, oui, ça l'était. Ils ont vécu au même moment. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils vivaient dans la même ville, vraiment à la même époque, et probablement qu'ils ne se sont pas croisés. Parce que mon arrière-arrière-grand-père il était arrivé comme réfugié de la campagne hollandaise, donc très très pauvre. Ils ont été dans la même école, mais en fait, à l'époque, les jeunes garçons ou filles, selon qu'ils étaient riches ou pauvres, ne se mélangeaient pas à la cour de récréation. Ils n'avaient pas non plus les mêmes horaires. Et donc Paul Ottelet, lui, venait d'une famille bonne riche. famille, oui, tout à fait. Et mon arrière-arrière-grand-père faisait des uniformes pour la STIB. Donc peu de chance qu'il ait fait un vêtement pour Paul Ottelet. Mais c'était, je trouvais que le fait de pouvoir remonter aussi vers mes propres origines, ça m'a forcé à comprendre cette histoire de l'intérieur et d'essayer de comprendre comment était la ville à l'époque, parce que je suis vraiment arrivé à la conviction qu'un projet comme le Palais Mondial, il n'aurait pas pu voir le jour ailleurs qu'à Bruxelles, qu'il y avait vraiment un contexte qui a donné lieu à ce projet d'envergure, et d'un autre côté aussi, que Bruxelles n'est pas la même parce qu'on a eu un projet comme le Palais Mondial. En fait, c'est pas un hasard qu'on ait les institutions européennes, l'OTAN, tout ça qui sont ici, c'est parce qu'on a eu des projets comme ça, des entrepreneurs comme ceux-là, et il faut qu'on s'en rendre compte parce qu'en fait, ils ont vraiment joué sur comment est notre ville aujourd'hui. Alors ce Palais Mondial, il a eu une courte vie. Il a été créé en 1919 et ça s'est terminé dans les années 30. Et c'était au cinquantenaire, donc ça on l'a pas dit. Donc ça se trouve au cinquantenaire. Ça ressemblait à quoi ? À l'époque, c'était soutenu, ça a été très soutenu par les autorités belges, internationalement aussi. Et puis ça a périclité. Mais ça ressemblait à quoi à cette époque-là ? Alors donc le Palais Mondial, il était situé là où il y a l'Auto World aujourd'hui. Donc c'était vraiment un grand palais. C'était quasiment la moitié du plateau du cinquantenaire qui était occupé par le Palais Mondial. Donc c'était à la fois une sorte de grand musée des idées dans lequel pouvaient aller les écoles, pouvaient aller les visiteurs. Et puis il y avait vraiment un centre de conférence, une immense bibliothèque. Il y avait ce fameux répertoire avec 18 millions de fiches qui était une sorte de data center bien avant l'heure. Et en fait le projet a été ouvert au cinquantenaire entre 1920 et 1934, mais il a commencé bien avant. Donc ils ont commencé à écrire des fiches, ils ont commencé à prendre des contacts vers 1895. Et puis, il a été préservé, mais a été un peu laissé de côté au Parc Léopold encore pendant plusieurs décennies. Mais c'est vrai qu'entre 1920 et 1935, c'était un projet que tout le monde connaissait à Bruxelles, qui a eu du soutien du gouvernement belge, qui a eu du soutien de grands financiers américains. Donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce projet, qui était très visible. Marie Curie est venue le visiter, l'empereur du Japon. Donc c'était quelque chose, le Palais Mondial de Bruxelles. Puis à un moment, ils n'ont plus eu de financement. Et puis malheureusement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi qui est passée. Voilà, donc les nazis ont éjecté le Palais Mondial du cinquantenaire. Paul Ottelet, dès la fin de la guerre, a voulu reprendre possession du cinquantenaire. Et puis malheureusement, il est mort dans son sommeil juste après la libération de Bruxelles. Et donc, il n'y a eu personne pour véritablement reprendre ce projet, pour lui redonner son lustre d'antan. Et donc, il a vivoté au Parc Léopold et puis dans des caves à Rogier pendant des décennies. Et puis finalement, heureusement, il a pu être préservé. Il a déménagé à Mons à la fin des années 90. Mais aujourd'hui, par exemple, vous vous baladez au cinquantenaire, il n'y a pas une seule trace du Palais Mondial. Et ça représente quoi 18 millions de fiches, parce que du mal à visualiser un peu ce que ça représente en termes de taille. C'est colossal, parce qu'il faut imaginer, Wikipédia, c'est à peu près 60 millions de contributions. Donc vous avez ici 18 millions de contributions écrites par une petite équipe. Ils avaient conçu ces fiches sur un format spécial qui était dans des meubles en bois, dans des grands meubles en bois. Et donc tous ces meubles mis ensemble, c'était des dizaines de mètres de longueur sur plus de 2 mètres de hauteur, dans lequel il y avait plein de tiroirs. Donc c'était une sorte de grand data center avant l'heure. Alors évidemment, c'était pas l'ensemble du savoir qui était emmagasiné là, mais c'était quand même déjà pas mal. Par rapport aux moyens, aux outils techniques disponibles à l'époque, c'était vraiment impressionnant. Et donc Paul Ottelet, on le présente, et ses comparses aussi comme des visionnaires de cette société de l'information que nous vivons en plein maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, vous, Paul Ottelet, de Wikipédia et surtout de ce qui s'annonce, ChatGPT, et de la façon dont la société de l'information évolue ? Je pense qu'il en aurait été ravi. Il a écrit un bouquin en 1934, donc il y a quasiment 90 ans, dans lequel il imagine un système
pour avoir accès aux livres à distance et se parler à distance. Donc il explique le fonctionnement de Zoom avec des schémas, des dessins, à une époque où il y a quasiment personne qui a la télévision. Donc il était vraiment authentiquement visionnaire là-dessus, et très clairement Wikipédia est un projet qui est tout à fait dans la lignée de ce qui avait été pensé par Paul Otlet. D'ailleurs, le patron de Google News, donc le service autour de la presse de Google, qui est l'ancien, c'est la personne qui a aussi fait la première application du New York Times, a fait un livre aux États-Unis pour montrer tout l'apport de Paul Otlet et du Palais mondial sur le développement d'Internet. Donc il en aurait été très fier. Maintenant, l'évolution d'Internet va pas complètement dans la lignée de ce que Paul Otlet voulait, parce que lui, il avait un rêve vraiment universaliste, donc que tout le monde ait accès à la même information. Et aujourd'hui, les technologies vont plutôt vers une super personnalisation, où en fait on n'a pas tous accès à la même chose, et où en plus il y a un peu des grands blocs géopolitiques qui se sont créés. Il y a un Internet chinois auquel nous n'avons pas accès, ou quasiment pas accès. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses dans lesquelles il se serait vraiment reconnu, et d'autres qui l'auraient nettement plus inquiété. Alors un mot effectivement sur sa disparition, il est vraiment mort, ruiné et oublié de tous. Voilà, donc il a consacré 50 ans de sa vie à ce projet avec ses amis Léonie et Henri de La Fontaine. Il a consacré toute sa fortune, enfin la fortune qu'il avait héritée de son père. Son père construisait des trams, lui voulait pas. Donc il a mis tout cet argent. Et, Henri de La Fontaine a eu un prix Nobel de la paix. Ils ont mis la totalité de l'argent du prix Nobel dans ce projet. Il a mis tout l'argent de sa femme, donc il est mort ruiné. Il est mort pas du tout reconnu. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est enterré au fin fond du cimetière d'Etterbeek, qui est aujourd'hui à Kraenem. Absolument pas reconnu, il n'y a pas de monument à Paul Otlet. Il y a une rue Otlet, mais qui existait déjà à son époque. Donc il n'y a pas grand-chose pour rappeler ce magnifique personnage à Bruxelles, malheureusement. Voilà, et c'est ce que vous corrigez finalement en écrivant cet ouvrage, Bruxelles mondiale, de Paul Otlet à nos jours. Merci Laurent Hublet d'être venu nous raconter cette histoire incroyable, et Merci que à je vous. conseille à toutes et à tous de lire.